Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la capitale est secouée par une série de tremblements de terre. Et enfin, dans l'actualité internationale, les Marocains fiers à accueillir la CAN 2025. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Galal Abdelrahman Jacques, chargé de mission à la présidence de la République et personnalité très connue et appréciée à Djibouti. Décidé hier à Addis Abeba, en Éthiopie, avec le décès de feu Galal Abdelrahman, notre pays déplore la disparition d'un serviteur mobilisé en permanence en faveur de notre cohésion et vivre ensemble, a dit le président Guélé. Sa facilité et aisance à trouver continuellement les codes de la convergence vue avec toutes les composantes culturelles et linguistiques de notre pays étaient indubitablement des signes distinctifs de son intelligence sociale et son conteste aussi la preuve qu'il était doué en politique, a également indiqué le chef de l'État. Puisse Dieu Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le président de la République, exprimant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa compassion et solidarité à sa famille, à ses proches et amis. Figure de proue de la scène publique nationale, feu Galal Abdelrahman intègre le groupe des jeunes militants de El País, l'alliance politique pour notre indépendance dans les années 1970, alors qu'il était encore adolescent. Patriarche à la tête d'une importante famille, il laisse derrière lui une épouse ainsi que plusieurs enfants et petits-enfants que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et je vous le disais dans le titre, Tadjoura a ressenti à Djibouti un séisme modéré de magnitude 5,2 sur l'échelle Richter a frappé la région de Golfe de Tadjoura très tôt ce matin, provoquant des secousses ressenties jusqu'à la capitale. Cet événement sismique a été enregistré à 4h22 heure locale par l'Observatoire géophysique d'Arta. L'épicentre du séisme a été localisé à 19 km au nord de ville de Djibouti-Ville, une profondeur de 8 km sous la surface terrestre. La distance hypocentrale était d'environ 21 km. Selon les rapports initiaux, l'intensité macrosismique dans les zones les plus proches de l'épicentre a été évaluée sur l'échelle et Mercalli, ce qui signifie qu'il a été largement ressenti par les résidents locaux. Des répliques significatives ont suivi le séisme principal. Le plus notable d'entre elles a été une réplique de magnitude 5,2 survenue à 8h53. D'autres répliques, dont une de magnitude 3,7 à 7h55 et une de magnitude 3,6 à 8h17, ont été également enregistrées. Les autorités locales et les services de secours sont en état d'alerte et aucune information sur d'éventuels dégâts matériels ou blessures n'a encore été communiquée. Les résidents de la région ont encouragé à rester vigilants et à suivre les recommandations des autorités en cas de nouvelles secousses sismiques. Pour rassurer la population, il est essentiel de noter que Djibouti-Ville et ses environs sont situés dans une zone sismique active. Les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec des experts en sismologie ou surveillent la situation et assurent la sécurité publique. Il est important de se rappeler que la préparation et la sensibilisation sont des éléments clés pour faire face à de tels événements. Suivre les conseils des autorités et se tenir informé des mises à jour est la meilleure manière de garantir la sécurité et la communauté dans une telle situation. Eh bien, suite à cela, une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est dépêchée vers le centre de sismologie d'Arta. Rencontrer les docteurs responsables du centre sismique d'Arta. Selon lui, il s'agissait d'un séisme superficiel Arta et modéré très fortement ressenti dans la capitale et à Tadjoura, contrairement à Arta où l'intensité de ces tremblements de terre n'est pas ressentie. Il y a eu la causure de 9 km de l'île Moucha dans le golfe et un endroit qui reste comme une dorsale océanique, a-t-il ajouté. Le préfet de la ville d'Arta, dans son intervention, précisé que l'épicentre a été localisé à 19 km au nord de la ville de Djibouti-Ville, à une profondeur de 8 km, soit une distance hypocentrale d'environ 21 km. L'intensité sismique dans les zones les plus touchées de l'épicentre, a-t-il ajouté. Le préfet a poursuivi en rappelant qu'il y a eu une réplique de 8h43 avec une magnitude un peu plus élevée, celle de ce matin, et qui a été enregistrée, un séisme de magnitude 5,2 à l'échelle de Richter dans le golfe de Tadjoura et identifié de type tectonique. Observatoire d'Arta
suit une activité très importante depuis ce matin. Donc cette activité a débuté avec un choc principal de 5,2 à l'échelle de Richter. Ce séisme a été fortement ressenti à Djibouti, Tadjoura et faiblement ressenti sur Arta. Donc son foyer ou l'hypocentre, c'est là où il y a eu la cassure. Elle est à 8 km de profondeur. Donc c'est un séisme qui est très superficiel. C'est pour ces raisons qu'il a été fortement ressenti sur Djibouti. Eh bien, tenant en compte de la situation, les autorités ont pris des mesures proactives pour garantir la sécurité de la population face aux récents séismes. Les écoles ont été fermées par précaution, mettant ainsi la sécurité des élèves et personnels éducatifs au premier plan du personnel d'administration. Les autorités administratives ont réagi rapidement en libérant les employés afin qu'ils puissent rejoindre leurs familles en toute sécurité. Ces décisions montrent l'engagement du gouvernement envers le bien-être de sa population. À l'heure actuelle, les services de secours restent en état d'alerte, prêts à intervenir en cas de besoin. La coordination étroite entre les autorités locales et les experts en sismologie est essentielle pour surveiller la situation et prendre des décisions éclairées pour assurer la sécurité publique. Il est crucial pour la population de suivre les conseils émis par les autorités et de rester informés des mises à jour concernant les situations sur les antennes de la radio-télévision de Djibouti et de ses canaux de communication. Cette vigilance est essentielle pour garantir la sécurité. Destruction ou dédommagement des habitations, des outils d'industrie et des ouvrages, des réseaux d'eau, d'énergie ou de télécommunications n'a été causé aucun problème. Eh bien, dans le même sillage, le ministre de l'Intérieur a fait dans l'urgence une déclaration dans ce sens, où vous écouterez dans nos prochaines éditions. Et puis, pour la déclaration du ministre de l'Intérieur, les autorités continueront de surveiller la situation et près de fourniront les informations, mesures qu'ils deviendront disponibles. La sécurité et le bien-être des citoyens restent la priorité absolue et les mesures prises aujourd'hui reflètent l'engagement du gouvernement de Djibouti envers la protection de sa population dans un contexte de risque sismique. Eh bien, sous l'égide, c'est ainsi que toutes les écoles, comme je vous le disais, ont été fermées pour tenir en compte que les autorités administratives qui ont réagi rapidement en libérant les employés, qu'ils puissent agir et qu'ils puissent rejoindre leur famille. À l'heure actuelle, les services de secours restent en état d'alerte et prêts à intervenir en cas de besoin. La coordination étroite entre les autorités locales et les experts en sismologie est essentielle pour surveiller la situation et prendre des décisions éclairées pour assurer la sécurité publique. À la maison, au cas où il y a un deuxième tremblement de terre. Donc, on a voulu que chacun reprenne son enfant. Et tout le monde est là, comme le ministère. Ils ont envoyé un mot, les parents ils reprennent leurs enfants. Et les enseignants sont là pour surveiller les enfants qui ne sont pas encore rentrés chez eux. Hier soir, on a eu un petit séisme, donc ce n'était pas assez grave. Mais par précaution, aujourd'hui, on a eu une info de la part du ministère. La DG nous a appelé juste avant la rentrée. Donc, comme vous le voyez ce matin, les parents ils viennent récupérer leurs enfants. Et alhamdulillah, on espère que de khair, Inch'Allah. Eh bien, comme vous voyez dans les images, ce sont les écoles qui ont été fermées par précaution, mettant ainsi la sécurité des élèves, du personnel éducatif au premier plan du personnel de l'administration. Eh bien, écoutons à présent la déclaration qui est dans le même sillage que le ministre de l'Intérieur a fait dans l'urgence d'une déclaration dans ce sens. Chers compatriotes, dans la nuit du 28 septembre 2023, à 4h22, vous avez été nombreux à être réveillés par une forte secousse d'une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter. Par la suite, plusieurs répliques ont été enregistrées par l'Observatoire géophysique d'Arta, dont la plus notable a été enregistrée à 8h53 avec une magnitude similaire à celle de la nuit, mais contrairement à cette dernière, elle fut pour beaucoup moins ressentie.
Les épicentres de ces séismes sont localisés à l'extrémité sud-ouest de la fosse d'Obok. Alhamdulillah, jusqu'à présent, aucun dégât humain n'a été enregistré selon nos services compétents. Comme à l'accoutumée et en pareille circonstance, les dispositions nécessaires ont été prises et les autorités publiques suivent de près l'évolution de la situation. Aussi, chers compatriotes, je vous invite à faire preuve de vigilance, tout en ne cédant pas à la panique. Par ailleurs, je vous exhorte à suivre les consignes de sécurité communiquées par les services concernés et notamment par la direction de la protection civile. Je vous remercie pour votre aimable attention. Eh bien, comme je vous le disais, les autorités continueront à surveiller la situation de près et fourniront les informations, mesures qu'elles deviendront disponibles. Et comme je vous le rappelle, la sécurité et le bien-être citoyen restent la priorité absolue et les mesures prises aujourd'hui reflètent l'engagement du gouvernement envers la protection dans le contexte. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi sous l'égide du ministre de l'Intérieur, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec l'Agence nationale du système d'information de l'État, l'ANCI, a orchestré ce matin une décision journée internationale d'identité au Palais du Peuple. Le thème choisi pour cette année, l'inclusion de la protection et l'utilité d'en mettre en lumière l'intégrité. L'importance d'une identité, également connue sous la cérémonie commémorative Journée internationale d'identité qui a été présidée par M. Syed Nour Hassan. Elle a également vu la participation de Mme Houlouf Ismail Abdo, ministre des Affaires sociales, de la Solidarité, ainsi que de Ali Saïd Mahmoud, directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, le directeur général de l'ANCI, le directeur de la population, en présence de la représentante du FUNIAB, aux côtés d'autres hauts responsables. Cette journée, communément désignée sous le nom de Journée de l'identité, met en évidence l'importance cruciale de la possession d'identité légale et reconnue. Elle constitue un forum de réflexion essentiel sur les enjeux liés à l'identité dans notre société moderne. Légale. Comme son nom l'indique, le FUNIAB et l'Agence des Nations Unies pour la population. Et un de ses objectifs est donc de constituer, de contribuer à la collecte de données sur la population à travers plusieurs opérations comme le recensement et surtout l'état civil sur lequel sera axée mon intervention aujourd'hui. Parce qu'il s'agit, avec l'état civil à la naissance, qu'on acquiert une identité, la toute première identité, donc je vais axer mon intervention sur cette partie. En fait, des millions de personnes naissent et meurent sans laisser de traces de leur existence dans les registres juridiques officiels. Nous reviendrons tout juste après l'appel à la prière. Bien, c'était l'appel à la prière. Nous revenons là où nous étions. Sans plus tarder, voici les propos du directeur de l'ANCI. L'événement auquel nous participons aujourd'hui, dont le thème est inclusion, protection et l'identité et utilité de l'identité, est avant tout un événement de sensibilisation lancé par les autorités gouvernementales de plusieurs pays dans le monde pour qu'elles reconnaissent officiellement la Journée nationale de l'identité. La cérémonie commémorative de la deuxième édition de la Journée internationale de l'identité vient rappeler la nécessité d'identité pour tous, à l'effet de rendre les personnes visibles, tout en leur permettant d'exercer leurs droits civiques ainsi que leurs
inclusion sociale et financière. Avoir la preuve de son identité est un droit fondamental et une nécessité pratique pour l'expérience humaine, notamment dans le contexte de transformation numérique de la société. Très peu de sociétés jouent un rôle aussi fondamental dans nos vies que l'identité personnelle. Et pourtant, le monde ne le commémore pas assez. Grâce à cette journée commémorative, nous espérons promouvoir un récit responsable sur l'atout humain le plus important, à savoir notre identité. Distingués, invités, l'identité est au cœur de notre existence moderne. Elle est l'essence même de ce que nous sommes en tant qu'individus. Et dans un monde de plus en plus numérique et connecté, la protection de cette identité est devenue une préoccupation majeure. Eh bien, comme je vous le disais, cette journée, communément désignée sous le nom de la journée de l'identité, met en évidence l'importance, rappelons-le, cruciale de la possession d'une identité légale et reconnue. Elle constitue un forum de réflexion essentiel sur les enjeux liés à l'identité dans notre société moderne. Écoutons à présent la ministre des Affaires sociales. Pour moi, un immense plaisir et un grand honneur de célébrer avec vous la Journée internationale de l'identité, dont le thème retenu pour cette année est inclusion, protection et utilité de l'identité. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous rassemble ce matin vise à nous rappeler l'importance et l'utilité de l'identité pour permettre aux citoyens d'exercer pleinement leurs droits, leurs responsabilités de manière juste et équitable pour une société toujours plus inclusive. Comme vous le savez, une société forte et équilibrée qui inspire confiance ne sont possibles que si chaque individu dispose d'une identité légalement reconnue dès sa naissance, lui garantissant des droits, des devoirs, l'accès aux services sociaux de base, l'inclusion financière et la réussite socio-économique. L'organisation de cette journée nous renforce dans cette conviction, notre ferme engagement à moderniser notre système d'identification. C'est dans ce cadre que la politique nationale de lutte contre la pauvreté, le système d'identification est l'une des conditions primordiales d'accès aux aides et programmes sociaux. Dans ce domaine, comme l'a rappelé le directeur de l'ANPH, et depuis 2013, le MAS dispose d'un registre social comprenant les données socio-économiques de plus de 100 000 ménages, ce qui représente 560 000 individus sur tout le territoire djiboutien. Cette base de données nationale s'est imposée par le ciblage de bénéficiaires des programmes sociaux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et de ses partenaires, tels que les programmes de transfert monétaire, le programme de distribution de vivres, le programme d'assurance maladie universelle, le programme PASS, le programme d'octroi au logement avec le partenariat droit au logement de la Fondation Ismaël Omar Guelleh et également des programmes d'accès au crédit. La convention signée entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'ANPH la semaine dernière s'inscrit donc dans cette logique. Dans le cadre de cet accord, les deux parties ont convenu de renforcer l'inclusion des personnes handicapées, mais aussi et surtout de faciliter l'interopérabilité du registre social du MAS et du système biométrique de l'ANPH. Fort de ces engagements auxquels il a souscrit, mon département s'investira davantage dans la protection sociale des personnes à plus forte vulnérabilité que sont les personnes handicapées. Voici les propos du ministre de l'Intérieur lors de cet événement. Intitulé « Journée de l'identité » souligne, comme l'ont dit mes prédécesseurs, l'importance de pouvoir posséder une identité légale et reconnue. La date choisie pour la journée de l'identité de par le monde, en l'occurrence le 16 septembre, même si nous la fêtons aujourd'hui le 28 septembre, fait référence à l'objectif 16.9 des objectifs du développement durable qui appelle à fournir une identité légale à tous d'ici 2030. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Conformément à ces fondamentaux de l'identité, la République de Djibouti a, dans un souci d'assurer une meilleure garantie de sécurité des documents administratifs et identitaires des usagers de l'administration djiboutienne, a mis en place un registre national biométrique de la population ayant pour objectif de produire des titres sécurisés et une statistique démographique fiable. C'est pourquoi le gouvernement de Djibouti, par le biais, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est engagé dans un vaste programme pour fiabiliser les titres de sécuriser ainsi que les documents administratifs et de fluidifier par la même occasion l'accès de la population djiboutienne aux services d'état civil. Cette réforme qui avait pour objectif de jeter les bases de l'administration numérique a été enclenchée avec la réforme du cadre juridique et notamment par la promulgation de la loi numéro 39 AN 19 de la 8e législature de janvier 2019 qui portait création du registre national des personnes physiques ainsi que l'établissement du numéro national d'identification dans son acronyme appelé NNI. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministre de la Santé, M. Dr Ahmed Roble Abdillah, accompagné du préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabalé, et du président du conseil régional d'Arta, El-Mebouh Goudadé, s'est déplacé lundi dernier dans la localité de Omar Djaga, dans la région d'Arta. En effet, le ministre de la Santé a procédé à l'inauguration officielle du nouveau centre de santé flambant neuf et entièrement équipé pour subvenir aux besoins sanitaires de la population de Omar Djaga et de ses environs. La construction de ce nouveau poste de santé répond en effet à un impératif gouvernemental d'assurer une meilleure couverture sanitaire dans notre pays à travers un renforcement des structures de niveau 1 de la pyramide sanitaire. Il s'agit là d'une stratégie émanant de la politique sanitaire, elle-même inspirée de la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour garantir un meilleur accès et assurer une couverture maximale de l'offre sanitaire sur l'ensemble de notre nation. Eh bien, dans son discours, le ministre de la Santé a indiqué durant la cérémonie d'inauguration du poste de santé qui correspond des salles de consultation, des salles d'hospitalisation, un local pour la pharmacie, façon il doute améliorer et renforcer la santé de la population et de ces localités. Plus loin, le ministre de la Santé a souligné que l'extension de cet hôpital avait été promise par son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le chef de l'État. Cette promesse a été honorée, ce qui nous amène aujourd'hui à l'inauguration de cet établissement médical, a-t-il ajouté. Il a précisé qu'il s'agit de 8 services distincts, incluant en première ligne une unité d'urgence de services de maternité destinée principalement aux mères et aux enfants. Cette extension couvre divers besoins médicaux, notamment les consultations pédiatriques, les consultations prénatales, les salles d'accouchement et les services de vaccination, a-t-il mis en exergue. En outre, des services de consultation sont disponibles pour les personnes âgées et une pharmacie bien approvisionnée est également mise à disposition. L'hôpital est entièrement autonome grâce à la présence du personnel qualifié nécessaire pour répondre à toutes les exigences médicales, a-t-il rappelé le ministre de la Santé. Eh bien, après l'inauguration du poste de santé, le ministre de la Santé, accompagné par, s'est entretenu avec la population d'Omar Djaga et les leaders communautaires de la localité d'Omar Djaga. On remercie le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour ce projet de construction du poste de santé de la localité d'Omar Djaga. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a indiqué que son département entièrement équipé se pose matériel médicaux essentiel et affecté un personnel qualifié en vue d'une meilleure prise en charge sanitaire des habitants de Omar Djaga. Le ministre a ainsi exhorté la population locale à tirer profit et l'accessibilité de ce poste de santé et à veiller à sa pérennisation.
Et dans notre magazine de cet après-midi, les grandes opérations de réhabilitation urbaine préconisées dans le projet intégré de résorption des bidonvilles et conduites par l'Agence de réhabilitation urbaine du logement social AOLOS ne sauraient s'épanouir sans ajouter l'équation et la dimension humanitaire du projet. Dans le cadre de la mise en œuvre des plans de restructuration des quartiers neufs des Balabala anciens, considérés comme bidonvilles de la commune de Balabala, parmi les 13 autres quartiers précaires ciblés par le programme Zéro Bidonville. Ces quartiers ont fait déjà l'objet de restructuration et d'alignement et est aujourd'hui en phase de relogement. Malgré les quelques maisons en dur et des bâtiments qui poussent comme des champignons, plus des opérations de restructuration, la population habitant dans cette zone est confrontée aussi à des risques liés aux pluies, aux incendies, et une mauvaise condition d'hygiène causée par la promiscuité des logements. D'ailleurs, la première phase des 23 ménages, totalement impactés par les opérations de restructuration en cours des quartiers neufs des Balabala anciens, sont relogés et déménagés à Nassib, à Balabala Sid, pour les acquérir sur un site entièrement viabilisé et équipé. Ces ménages impactés ont tous bénéficié de l'attribution des parcelles et de la reconstruction de leur logement, avec un accès aux services urbains, voirie, eau, électricité, assainissement et drainage, afin d'améliorer leurs conditions de vie et de l'habitat. Je suis vraiment heureux aujourd'hui d'avoir eu cette chance d'être parmi les habitants des Balabala anciens qui ont profité du programme de relogement, a-t-il dit, car la maison dans laquelle je vivais avec ma famille, dans mon ancien quartier, a fait l'objet de restructuration et d'aménagement. Depuis, par le biais des programmes Zéro Bidonville, l'agence de réhabilitation urbaine et de logement social nous a relogés sur un site bien équipé à Nassib, dans des logements neufs, décents et résilients, et j'en suis fier. Ainsi, Madame Hawa, qui est l'une des bénéficiaires des programmes de relogement des quartiers neufs des Balabala anciens, a précisé que de nouvelles maisons avec branchement d'électricité et en eau ont été mises à leur disposition. Elle a rajouté qu'aujourd'hui, dans ce nouveau quartier, bien aménagé, elles sont à l'abri des contraintes et risquent du mal logement. Il faut noter également, avec les travaux de recul des façades réalisés en cours au quartier neuf des Balabala anciens, plus de 60 logements ont déjà vu leurs conditions d'habitat améliorées grâce à la reconstruction des parties impactées par l'emprise de la voie dans le quartier neuf des Balabala anciens. Parmi ces bénéficiaires des travaux de recul, M. Mahdi a affirmé que sa maison a été affectée par l'emprise de la voie et il a bénéficié de la reconstruction de la face et d'une chambre. Dans la continuité de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville, le financement additionnel entend élargir leur périmètre d'intervention des investissements d'infrastructures du projet initial en introduisant des opérations de restructuration et de mise à niveau de nouveaux quartiers précaires ciblés par le programme Zéro Bidonville dans la commune de Balabala. Il convient aussi de souligner que les autres ménages seront relogés progressivement avec des démarrages effectifs des travaux et de nouvelles voies intérieures en cours de ces quartiers et la reconstruction des équipements sociaux et suite à la réalisation d'une voie de 1 km pour désenclaver le quartier. Dans le programme Zéro Bidonville, initié par l'excellence M. Ismaël Merguele, premièrement, on a fait les études de 13 quartiers précaires, dont 10 sont au niveau de la commune de Balbala et 3 aux communes de Blaus. Dans un premier quartier pilote, qui est Balbala Ancien, on a déjà fait une première voie de 1 km 2, dont 60 logements ont déjà vu leurs conditions de vie améliorées, avec le recul de façade et la reconstruction. Maintenant, on a commencé 2 autres voies à l'intérieur de Balbala Ancien pour mieux désenclaver. Durant ces travaux, on était obligé de faire des reculs de façade et d'autres qui ont été totalement impactés, qui est au nombre de 23, ont été relogés dans le site de relogement qui est à Nassib. Et ces 23 ménages ont pu bénéficier d'une parcelle équipée d'eau, d'électricité et bien sûr un système d'assainissement. Sans oublier à proximité des équipements qui est déjà le complexe scolaire qui est presque achevé et d'autres équipements qui seront à venir. Ce n'est pas que ces 23 ménages qui seront objets de relogement. Il y a bien sûr les autres équipements qui seront construits à Balbala Ancien, dont les ménages qui sont déjà installés feront l'objet d'un relogement. Comme vous pouvez voir, le chantier est en cours. Un premier relogement pour le CDC qui est 20 logements et bien sûr d'autres équipements sont à venir comme le multisport, le terrain de sport et bien d'autres
qui seront au fur et à mesure relogés à Nassib. Aujourd'hui, la réalisation de la première phase des relogements des ménages impactés par des opérations de restauration ont joué un rôle très important dans la continuité de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville et a changé les conditions de vie de ses habitants qui ont pu bénéficier de ces programmes avec la reconstruction de leur logement, avec accès aux services urbains, La direction le sud du pays où la ville de l'Unité s'est rassemblée en communauté de l'esplanade de la préfecture de Dikil pour célébrer le Mawlid al-Nabi, une soirée sacrée qui a marqué l'unité et la ferveur religieuse de la région. Organisée avec une dévotion sincère par la population dikiloise, cette commémoration a attiré un ensemble impressionnant de personnalités éminentes de la région, notamment le président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, le préfet adjoint Idriss Hussein, le chef d'établissement de la police, Solman Farah Awal, ainsi que de nombreux élus locaux, hauts cadres, autorités coutumières, religieuses de la région, accompagnés d'une foule enthousiaste et dikiloise. Le Mawlid al-Nabi est une célébration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, que la paix soit sur lui, liée à travers le monde musulman. Et elle est traditionnellement honorée le 12e jour du mois de Rabi al-Awwal, le 3e mois du calendrier islamique. Dikil a marqué cette occasion spéciale avec des récitations coraniques, des prières ferventes, des conférences éclairantes qui ont mis en lumière la vie et les enseignements du prophète Mohammed. Les participants ont eu l'opportunité de renforcer leur compréhension et l'importance de la paix et la tolérance, du respect mutuel. Et dans l'actualité internationale, je lis dans le titre, le Maroc était désigné pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Cette décision de la Confédération africaine de football a ravi les Marocains qui ont accueilli la nouvelle avec un sentiment de fierté et d'espoir pour les jeunes générations de football du pays à proximité de la ville de Salah. Leïla Taoudi est venue encourager son fils qui joue dans un club local. Le fait d'organiser le Cannes 2025 est une grande opportunité pour les Marocains et pour le Maroc. Ça va faire connaître le Maroc et va faire connaître aussi le football marocain. Nous allons recevoir des équipes des différents pays. C'est vrai que ça motive même les enfants. Mon enfant, par exemple, a-t-elle déclaré, a commencé à s'intéresser au football jusqu'après la participation du Maroc au mondial du Qatar. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.